économisons-la. Esso. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. 7h42, merci d'être avec nous. C'est le petit déjeuner politique d'Olivier Faure, qui est premier secrétaire du PS et député de Seine-et-Marne. Oui, bonjour Olivier Faure. Bonjour. Vous avez obtenu 6,19%, très précisément, devancé de 25 000 voix, très peu, donc dans un mouchoir de poche avec la France Insoumise. Comment prenez-vous ce résultat ce matin qui vous permet d'avoir 6 députés européens ? Mais écoutez, si il y a une semaine, on m'avait dit qu'on finirait ainsi, j'aurais signé. Oui. Oui, enfin, c'est un résultat qui... entendons-nous bien, ce n'est pas encore le triomphe, mais c'est au moins Oui, le triomphe un à chemin. 6%. Non, mais c'est un chemin qui s'ouvre pour le rassemblement. Et ce que je crois profondément, c'est que la social-démocratie doit maintenant se marier avec l'écologie politique. Et donc, c'est la voie que nous avons ouverte avec Raphaël Glucksmann, avec Place Publique, avec Nouvelle Donne et avec le rassemblement, enfin avec les radicaux de gauche, est un chemin que maintenant nous devons élargir parce que la demande, y compris de celles et ceux qui sont venus dans les isoloirs hier et qui ont toujours eu partie liée avec la gauche, c'est que la gauche, enfin, se rassemble. La gauche aurait dû être hier soir la première force politique en France. Elle ne l'est pas parce qu'elle est atomisée par l'éclatement, par la division. Il existe encore vraiment le peuple de gauche aujourd'hui, Olivier Faure, en France ? Appelez-le comme vous voudrez, mais celles et ceux qui croient que le libéralisme ne peut pas être la solution parce qu'il libère tous les prédateurs, notamment de la nature, et qui sont aussi ceux qui sont aujourd'hui les forces qui entravent une dimension sociale dans nos pays respectifs, eh bien effectivement, certains ne veulent plus l'appeler gauche, j'entends. Moi, je crois qu'il existe toujours un clivage entre la gauche et la droite. Et hier soir, la leçon du scrutin, c'est qu'il y a un bloc d'extrême droite, il y a un bloc de droite qui est en fait maintenant constitué par La République En Marche, qui est principalement soutenu par un électorat de droite, et puis il y a un bloc de gauche qui n'est pas encore un bloc, justement, et donc qui doit se constituer pour pouvoir être une alternative à ces deux forces-là. Est-ce que c'est vraiment un bloc d'extrême droite ? Parce que Jean-Paul Garot, qui était là, qui est un ancien RPR, qui est passé au Rassemblement National, dit que lui, il a beaucoup de contacts avec des élus, des anciens du RPR, et qu'il ne se sent pas à l'extrême droite. Que c'est une droite traditionnelle, assez finalement qui a échappé à Laurent Wauquiez et François-Xavier Bellamy. Appelez ça comme vous voudrez. Moi, des gens qui font alliance avec Salvini, avec Orban, avec Strache en Autriche, qui n'hésitent pas à se retrouver avec des partis qui sont eux-mêmes à flirter avec les suprémacistes. Je pense au voyage en Estonie de Marine Le Pen. Moi, j'appelle ça l'extrême droite. Oui. Voilà. Olivier Faure, avec qui est-ce que vous pouvez travailler alors ? Vous avez esquissé ça tout à l'heure, mais on a du mal à voir précisément. C'est qui parmi les listes qui étaient hier soir engagées ? Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Benoît Hamon ? Avec toutes celles et ceux qui sont prêts à une offre qui soit une offre à la fois pro-européenne, sociale et écologique. En gros, avec celles et ceux qui sont prêts demain à gouverner. Moi, je suis de la gauche de gouvernement. Et donc, cette proposition, elle est faite à l'ensemble de ceux qui considèrent qu'ils peuvent se lier avec des gens qui ne sont pas simplement dans le témoignage, dans la résistance, mais dans la volonté de construire une offre politique qui puisse demain être majoritaire. Oui, donc vous tendez la main, par exemple, à Benoît Hamon ou pas ? Bien sûr, oui. Bien sûr. Je tends la main, au-delà des appareils partisans, à toutes celles et ceux qui, électeurs, électrices, ont envie de reconstituer une force qui puisse être une force motrice et ne pas laisser se dérouler ce tapis rouge sous les pieds de l'extrême droite et des libéraux, parce que nous sommes incapables de nous rassembler. C'est quand même un drame que de voir qu'aujourd'hui, en fait, ce pays pourrait être dirigé à gauche, au lieu de quoi nous avons en fait une République En Marche qui n'est même pas arrivée en tête hier soir dans le scrutin, et dont le Premier ministre annonce dès hier soir que le cap va être maintenu. C'est-à-dire qu'après 6 mois de crise sociale, on en est à un stade où le gouvernement continue à dire « je ne bouge pas, je reste droit dans mes bottes », fidèle à la doctrine bien établie par Alain Juppé. Qui a gagné d'ailleurs cette élection ? C'est le Rassemblement National ou c'est Emmanuel Macron qui limite un peu les dégâts, la casse ? Même pas un point d'écart. Les deux sont vrais. C'est le Rassemblement National qui malheureusement reste la première force politique dans ce pays, et la République En Marche limite la casse parce que en fait, elle siphonne complètement les Républicains qui sont passés en quelques jours de 15 à 8 et donc qui
ont en réalité été la roue de secours d'une République en marche qui était à la peine. Oui, avec la un République président... en marche est beaucoup plus à droite qu'à gauche. Même s'il y a des personnalités de gauche qui y sont, évidemment. L'évidence, c'est qu'aujourd'hui, l'homme fort de la République en marche s'appelle Édouard Philippe. Il est celui qui, finalement, est le centre de gravité de la République en marche. On est passé, dans l'élection présidentielle, d'un parti qui avait été principalement soutenu par des électeurs venus du centre-gauche ou de la gauche, aussi par l'effet du vote utile face à Marine Le Pen. Et depuis, le résus sanguin, si je puis dire, est passé de gauche moins à droite plus. En fait, c'est ce qui s'est passé en 2 ans, progressivement, par la politique conduite et par la façon dont aujourd'hui Emmanuel Macron gère la crise sociale. Effectivement, progressivement, il est devenu le parti de l'ordre. Il est devenu le parti aussi d'un ordre économique qui est favorable aux puissants. Est-ce que Emmanuel Macron doit mettre le cap un peu plus à gauche, puisque vous dites que la gauche, elle est éparpillée, mais qu'il y a une force quand même qui est très forte à ces élections. Est-ce qu'il doit y avoir un remaniement, une dissolution ? Moi, les questions institutionnelles, il est le président de la République. Je n'espère malheureusement plus grand-chose de lui. Il y a eu un grand débat, au terme duquel il nous avait promis plus de justice sociale, plus d'écologie, et qu'a-t-on vu ? Rien. En tout cas, dans ces domaines-là, rien. Il nous explique que depuis 2 ans, il ne s'est pas trompé, que le cap doit rester inchangé. Il ne se rend pas compte qu'il est aujourd'hui soutenu que par 20% des Français, et que le référendum qu'il a, d'une certaine façon... 20% en plus des gens qui ont voté, puisqu'il y a 23 millions qui n'ont pas voté. Faut pas, vous avez raison de le oublier. préciser. Oui. Mais il s'est placé lui-même dans l'élection européenne comme l'enjeu. Il a expliqué en gros que c'était un scrutin qui se faisait avec lui ou contre lui. Aujourd'hui, il en a le résultat. En fait, il est soutenu par 1 Français sur 10, si on prend non pas les votants, mais ceux qui sont les Français inscrits sur les listes électorales. Oui. Olivier Faure, qu'est-ce que vous dites à ces grandes personnalités du PS, anciennes ou actuelles encore, qui ont de Ségolène Royal à d'anciens ministres sous François Hollande, qui n'ont pas appelé à voter pour le PS et qui ont plutôt fait le contraire ? Moi, je n'ai rien à... Chacun... Il ne compte plus dans la recomposition du PS et de la gauche ? Non, mais chacun est libre de ses opinions. Oui. Et moi, je ne suis pas garde-chiourme et je ne suis pas caporal en chef. Non, mais vous êtes le patron. Vous devez rassembler autour de vous. C'est ce que vous avez dit en commençant cette interview. Oui, donc, à un moment donné, il faut... Je ne rassemble que celles et ceux qui veulent bien se rassembler sur un objectif clair, qui est de constituer une force écologique et sociale. Et pour celles et ceux qui considèrent que la République en marche est aujourd'hui devenue leur tasse de thé, pour celles et ceux qui considèrent qu'il y a un avenir au ministériel ou qui cherchent telle ou telle situation... Bon, donc ils n'ont plus rien à faire au PS, quoi. Mais il y a des gens qui, aujourd'hui, font le choix d'aller ailleurs. Très bien, libre à eux. Moi, je souhaite qu'on puisse reconstituer un parti politique avec des gens qui sont totalement convaincus par ce qu'ils font. Nous avons tellement souffert de l'opportunisme en politique. Tellement de gens qui n'ont jamais su où était en fait leur boussole, qui étaient toujours davantage attirés par les courants et les marées et les vents divers et variés, et qui ne savent pas tenir un cap. Moi, je crois au contraire que la vie politique, c'est tenir un cap. Et même si parfois les sondages peuvent être mauvais, il faut au contraire tenir son propre cap, parce que c'est la seule façon d'être entendu, compris, et demain majoritaire, et puis ensuite capable d'organiser le changement, parce que c'est quand même ça dont on parle. Oui, mais vous n'avez pas peur qu'avec votre score de 6%, des personnalités comme François Hollande, qui ne s'en cachent pas, souhaitent revenir, Bernard Cazeneuve et d'autres et essaient de mettre la main peut-être sur le PS, ou en tout cas sur ces forces de gauche, en vue de 2022 ? Mais, vous voyez... En fait, les Français, je crois, nous ont signifié clairement, à la fois par l'abstention qui reste monstrueuse, par la façon dont ils ont voté hier, qu'ils n'en peuvent plus de cette vie politique qui se structure exclusivement autour de personnalités qui pensent que, en fait, la seule échéance qui compte est l'élection présidentielle. Il y a une offre politique à rebâtir, et c'est à partir de là que se feront, en fait, les candidatures dans 2 ans, maintenant. Moi, je ne suis pas obsédé par l'élection présidentielle avant l'heure. Il faut commencer par le commencement, et le commencement, c'est qu'est-ce qu'on a à dire aux Français, comment est-ce qu'on répond
à leurs préoccupations. C'est insensé de passer la présidentielle est à peine terminée dans ce pays, qu'on est déjà dans la suivante. Ouais. Moi, je souhaite qu'on soit, au contraire, dans la reconstruction d'une offre politique. Et ça changera. Qui pourrait passer par une alliance avec les Verts en vue des municipales? C'est ce que vous souhaitez? Moi, je souhaite qu'on puisse discuter avec toutes les forces réformistes dans cette échéance qui est celle des municipales. Et Yannick Jadot, oui, il peut discuter avec vous. On avait l'impression que pendant la campagne, c'était difficile, quoi. Il y a eu des discussions avant et puis après, c'était compliqué. Pendant la campagne, il était à chercher à sanctuariser son propre espace politique. Oui. Maintenant, dans l'élection municipale, il le sait très bien. La réalité, c'est que la force centrale dans les territoires, ça reste les socialistes. Et donc, il faudra bien sûr discuter entre nous. Mais aller même au-delà de nous-mêmes, chercher à aller vers la société civile, ce que nous avons fait avec Place Publique, avec ce mouvement issu de la société civile, avec Raphaël Glucksmann, avec Claire Nouvian, c'était quoi précisément? Vous êtes satisfait d'ailleurs de Raphaël Glucksmann, de sa campagne? Comment ne le serais-je pas? Il a fait une belle campagne, Oui. qui était une campagne sincère, authentique, volontaire. Il est lui-même avec une identité politique qui est au croisement de ce qu'est la social-démocratie et l'écologie politique, parfaitement ce que nous voulons incarner. Oui. Qu'est-ce que vous dites à Manuel Valls, qui a pris une claque au municipal à Barcelone? Mais je ne dis rien parce que voilà, pour moi c'est de l'histoire passée et je le vois de temps en temps faire des incursions dans la vie politique française. Lui-même. Est-ce qu'il doit régler revenir ses dans la vie comptes, politique française? Mais il est parti, il a dit qu'il était parti et qu'il ne reviendrait pas, et donc je m'en tiens à ce qu'il a dit. S'il pouvait tenir pour une fois ses engagements, ce serait pas mal. Oui, donc vous ne l'acceptez pas. En tout cas, il n'y a pas d'invitation au PS, quoi. Je crois qu'il est lui-même suffisamment clair. Il est passé à droite, il a choisi une autre vie, une autre voie, un autre pays. Voilà. Olivier Faure, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Et avec ce qui s'est passé hier, bien sûr, sur TF1 entre Gilbert Collard et Daniel Cohn-Bendit. Gilbert Collard déplorait qu'il y ait 2 représentants de la République En Marche sur le plateau. Et écoutez ce que ça donne. Les faux culs de la politique, ceux qui ont dit que l'élection était un piège à con. S'il vous plaît, monsieur Collard. Oui, c'est insupportable. Est-ce que c'est une faute de TF1 ou est-ce que c'est indigne de la part de responsables politiques, ce qui s'est passé? Parce que là, il y a quand même sale traître, ignoble ordure, connard, enfin... Je n'ai pas vu, parce que moi-même j'étais sur d'autres plateaux. Honnêtement, le face-à-face organisé, permanent, entre d'un côté la République En Marche, de l'autre le Rassemblement National, finit par être un duo lassant. Et on voit bien que chacun a trouvé en l'autre l'épouvantail qu'il souhaitait trouver. Et donc, ils s'alimentent l'un l'autre en permanence. Et donc, notre responsabilité à nous, à gauche, c'est d'arriver à ouvrir une perspective différente pour sortir de ce duo qui est en réalité Mais vous condamnez ça? très lassant. Ouais, bien sûr, en fait, je vois pas comment on pourrait accepter l'idée que le débat politique tourne à l'insulte, à l'anathème. Tout ça n'a aucun sens et en réalité n'est qu'un spectacle désolant pour la vie politique. Mais quand on invite Collard et Cohn-Bendit sur un même plateau, on peut s'attendre à des éclats de voix comme ça, non? Oui, mais le regret qu'on peut formuler, et là, pardon de mettre la balle aussi dans le camp des médias, c'est que on cherche la spectacularisation de la vie politique, on en fait un spectacle parmi d'autres, et ça finit par donner effectivement le grand n'importe quoi. Et... Vous l'auriez exclu, vous, si vous étiez au Rassemblement National, si l'un des vôtres avait traité sur un plateau de traître, d'ordure, de connard, est-ce que ça aurait mérité une exclusion? D'un côté ou de l'autre, oui. Je ne sais pas si c'était l'exclusion, mais en tout cas, à minima, un sérieux rappel à l'ordre. On a besoin d'incarner comme responsable politique autre chose que... Enfin, voilà, c'est un débat de poivreau, quoi. Enfin, c'est franchement, il y a un moment où il faut quand même se tenir et faire honneur à ceux qui, à la fois nous regardent, nous font confiance et qui ont le sentiment que parfois la vie politique ne vaut pas mieux que ce qu'ils connaissent effectivement au coin de leur rue. Donc ça mérite mieux. Merci beaucoup. Oui, merci Olivier Faure, premier secrétaire du PS et député de Seine-et-Marne, qui était notre invité ce matin. D'autres invités tout à l'heure, et notamment Jérémy de Serle, député européen de la République En Marche, élu. Donc hier soir, sera là tout à l'heure à 8h10. Et Laurence Saillet, pour les Républicains qui ont pris une claque hier soir, sera là à 8h40. Restez avec nous, 7h57, c'est le Grand Matin Sud Radio.